Yo, c'est Noémie et bienvenue dans un nouveau Mystery Vlog. Ça fait longtemps, ça m'a manqué. Alors, le rappel pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne, bienvenue. Le Mystery Vlog, c'est un vlog dans lequel j'essaye de lire 3 livres de ma pile à lire complètement au hasard, sélectionnés grâce au petit papier qui se trouve dans ce pot. Le Mystery Pot, qui n'est parfois pas vraiment mon pote, même la plupart du temps. Donc, maintenant que j'ai fait un gros tri dans les petits papiers, il y en a moins, puisque j'ai fait un gros tri dans ma pile à lire physique, on va piocher un livre au hasard. Hop. Les petits papiers sont de couleurs différentes, mais les couleurs ne représentent rien de spécifique. C'était juste pour qu'il n'y ait pas uniquement la même couleur. Et effectivement, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque. Allez, c'est parti. Peut-être que l'année prochaine, je rajouterai... Non, je ne rajouterai pas. Ma pile à lire numérique et ma pile à lire audio. L'idée, c'est que ma pile à lire physique dégage. Je veux lire tous les livres de ma pile à lire physique. Donc, alors j'en ai un. Et comme j'ai fait le tri, a priori, il n'y en a pas que j'ai déjà lu. Oups. La chasseuse et l'alchimiste. Mince. Alors ça fait pas partie des livres de ma pile à lire du mois de novembre. Mais je connais quelqu'un qui va être contente. La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. Alors, j'ai déjà lu au moins un roman d'Alison Saft. J'ai lu A Fragile Enchantment que j'ai beaucoup aimé. Et je crois que c'est tout. J'en ai pas d'autres dans ma pile à lire physique. Mais il y en a d'autres, il me semble, de cette autrice qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a une bibliographie quelque part ? Non, là il parle que de celui-ci. À la fin non plus. Non, ça c'est les remerciements, mais c'est tout. Ok, bon, bah tant pis. Si je m'en souviens, je vous en reparlerai peut-être à mon update de milieu de lecture. Le Hala, créature mythique, a refait son apparition. La glorieuse chasse du croissant va se lancer. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyn rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres, et Evelyn représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante, emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est qu'être un paria. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Il est vraiment très beau, c'est Big Bang, le label des éditions Brajlon pour tout ce qui est jeune adulte, si je vous dis pas de bêtises. Il est vraiment magnifique. Et il y a un petit signet. Alors, il fait 500 pages. 505 pour être précise. Donc, 252. Hop. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié, juste avant le chapitre 18, pour vous donner une idée un peu plus précise peut-être du début de l'histoire, et puis surtout pour vous dire ce que j'en pense jusque-là. Hello, on est dimanche et je vous reprends parce que je viens d'atteindre la moitié de La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft. J'aime énormément ma lecture pour l'instant, je suis trop contente. J'écoute la version audio parce que je suis en train de faire un puzzle. Je vais juste vous montrer l'image et puis j'adore. Donc j'ai commencé mon puzzle en même temps que j'ai commencé mon livre et j'en suis là. Donc je suis contente, ça avance bien. Je pense que j'ai dû faire
pense que j'ai dû faire plus de la moitié du puzzle. À mon avis, il y a des chances pour que je termine le puzzle avant mon livre. Mais c'est pas grave. Alors, dans cette histoire, on va faire la rencontre de Margaret, qui est la fille d'une alchimiste qui est partie en voyage pour ses recherches. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas vu sa mère. Et son père a quitté le foyer, son frère est décédé dans des circonstances que pour l'instant on ignore. Et Margaret essaye de faire tout ce qu'elle peut pour que sa mère reste à la maison, mais il semblerait que le drame du décès de son frère, ça a complètement détruit sa mère. En tout cas, ça a détruit son esprit, et du coup, c'est plus la mère aimante que Margaret connaissait quand elle était enfant. Et de l'autre côté, on a Wes, qui lui est un alchimiste, un apprenti alchimiste, qui aimerait devenir l'apprenti de la mère de Margaret. Et ils vont se rencontrer du coup dans ces circonstances. Ils sont tous les deux issus de l'immigration et tous les deux subissent du racisme de la part des gens qui les entourent. Ils ne sont pas issus de la même culture. Ils vont devoir s'allier pour tenter de remporter une chasse particulière. On a une créature qui apparaît et qui est signe qui est mauvaise, qui est signe de mauvais augure, non, qui est une créature de mauvais augure. Et cette créature, la mère de Margaret, elle la cherche parce que ça lui permettrait de réussir à créer la pierre philosophale, entre autres. Donc Margaret décide de se lancer dans cette chasse. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'un alchimiste pour ça, donc elle va s'allier à Wes pour tenter de tuer cette créature. Il y a une grosse récompense d'argent à la clé, et Wes, lui, a besoin de l'argent pour s'occuper de sa famille. Son père est décédé et il a, je crois, 3 ou 4 sœurs, et sa mère travaille énormément pour tenter de subvenir aux besoins de ses enfants, mais elle va se blesser et il a besoin de l'argent pour payer l'opération et donc continuer à subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, donc une alliance qui a priori est pas au goût de l'un et de l'autre, mais par la force des choses, ils vont se retrouver à devoir travailler ensemble. La chasse n'a pas encore commencé et je suis à la moitié du livre, mais là ça ne saurait tarder puisqu'on a atteint la dernière épreuve, on va dire, avant la chasse. Wes devait créer une arme suffisamment puissante pour tuer la créature fantastique, et cette arme devait être évaluée par d'autres alchimistes. C'est désormais chose faite, ils sont qualifiés, ils peuvent aller partir pour la chasse. A priori, je vous spoile rien, hein. C'est quand même le but de l'histoire, donc bon. J'aime énormément l'ambiance. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc en plus avec Wes, au-delà du fait qu'il soit alchimiste. J'ai l'impression qu'il est porteur d'une certaine magie. Je suis pas sûre, on verra si la deuxième partie laisse entendre plus clairement ça. En tout cas, ouais, je passe un super moment, j'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime énormément le personnage de Margaret. Ils se rapprochent évidemment l'un et l'autre, l'un de l'autre, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans la seconde partie. Je suis contente. Je pense que je pouvais difficilement tomber sur une meilleure lecture à faire pour ce puzzle et pour ce long week-end. Donc c'est cool, c'est très cool. Je vais retourner à la lecture, et puis je vous reprendrai du coup quand je l'aurai terminé. A priori, j'ai envie de vous dire ce soir, mais il est déjà 20h20. On verra, mais j'espère. Hello, on est lundi et j'ai terminé hier soir, comme je l'espérais, La chasseuse et l'alchimiste, que j'ai lu en audio en version originale. Donc le titre c'est A Far Wilder Magic, mais il a été traduit en français chez Big Bang. Je pourrais pas vous dire ce que je pense de la traduction du coup, mais l'objet livre est vraiment très beau et j'ai adoré cette histoire. Je lui ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé les personnages, la relation entre Margaret et Weston, la manière dont cette relation évolue, le fait qu'ils se tournent autour pendant un certain temps avant de s'avouer enfin leurs sentiments. Alors évidemment, il y a des trucs un peu clichés. La première fois que Weston voit Margaret,
il la trouve pas spécialement belle, il lui trouve plein de défauts, et puis d'un seul coup, quand il se rend compte qu'il est amoureux, en fait, c'est la plus belle femme qu'il a jamais vue. A priori, l'amour est dans les yeux de celui qui regarde, donc effectivement, ça paraît logique, mais bon, ça fait partie des petits clichés qu'on a souvent en littérature, surtout en littérature young adulte. On n'a pas de scène de fesses dans ce roman. Il y a une scène de sexe, mais on est sur du fade to black, donc écran noir. On voit rien de ce qui se passe. On a une relation ultra toxique entre Margaret et sa mère, donc prudence, trigger warning. Si jamais c'est quelque chose qui peut vous toucher, si vous êtes sensible à ce type de sujet. Sinon, à part ça, la relation avec Wes, avec sa famille, c'est incroyable. J'aime énormément toutes ses filles, sa mère et ses sœurs. J'ai beaucoup aimé la quête. On a, je vous l'ai dit, du racisme dans cette histoire. L'aspect étriqué des mentalités de certaines personnes, de la plupart des gens de cette ville d'ailleurs. Alors au niveau de l'atmosphère, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, mais je serais incapable de vous dire à quelle époque ça se passe. Parce qu'il y a des téléphones, a priori certaines demeures sont équipées de téléphones fixes et il y a des genres de cabines téléphoniques. Il y a des taxis, il y a des voitures. Donc j'aurais tendance à dire, et vu le style vestimentaire aussi des personnages sur la couverture, j'aurais tendance à vous dire peut-être les années 30. Je ne sais pas, mais comme c'est un monde complètement inventé, c'est délicat à situer, mais j'aurais tendance à dire ça, mais on le ressent pas tellement. Il y a une telle... il y a un côté tellement mystique, parce que la religion s'intègre un petit peu dans cet aspect fantasy. On parle beaucoup de l'alchimie, donc la science mélangée à la magie, mais en même temps il y a cet aspect religieux et ultra conservateur des gens qui sont racistes envers Margaret et Weston puisqu'ils ne sont pas issus de la même culture ou de la même religion. C'est assez délicat de situer visuellement où on se trouve. Et de temps en temps, par petites touches, je me dis « Ah oui, tiens, c'est vrai, on est dans ces années-là. » Enfin, en tout cas, le décor ressemble à ça. C'est pas dérangeant. Ça m'avait pas dérangé déjà dans Art and Mercy, la balade funèbre de Art et Mercy, parce que ça a été traduit en français. Pareil, là, c'est très nébuleux de situer visuellement ou en termes de période, le décor, l'atmosphère. Mais j'avais vraiment aimé. Et ben là, c'est pareil. Et alors, le fait de l'écouter en faisant mon puzzle, c'était top. Et figurez-vous que j'ai plutôt bien choisi mon livre audio avec le bon puzzle parce que j'ai fini le livre audio et 20 minutes plus tard, je dirais, j'ai terminé mon puzzle. Donc, c'était vraiment parfait. Et en termes d'ambiance, le côté ultra automnal du puzzle, c'était génial. Je vous mettrai une photo par ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble une fois terminé. C'était très chouette. Donc je suis contente. Je vais poser ça là-haut et on va piocher une nouvelle lecture dans le Mystery Pot en espérant qu'il soit clément avec moi et qu'il me propose de lire un des 5 livres de ma palle des cartes. Ça pourrait être chouette. Alors, c'est parti. Il y en a 2. Il y en a 2? Oui, il y en a 2, mais le deuxième est tombé. Damn it! Flesh and False God. Si je dis pas de bêtises, c'est le Chloé Gang. Faut que je vérifie. Donc, j'ai vérifié, effectivement, Flesh and False Gods, j'étais quasiment sûre. C'est bien la série la plus récente pour l'instant, parce qu'il y en a un autre qui va sortir bientôt, de Chloé Gang, Immortal Longings, c'est le tome 1. J'ai l'édition Fairy Loot, mais ils sont sortis en français chez De Sexus, je crois. Alors, exceptionnellement, je vais m'accorder un droit de passage. Avec ce livre-là, on va piocher autre chose, parce que je suis en train de lire Fall Lady Fortune, donc la deuxième série de l'autrice. A priori, l'univers n'a rien à voir, mais j'ai pas envie de commencer une nouvelle série de cette autrice avant d'avoir terminé la précédente. En plus de ça, c'est une réécriture d'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, et je n'ai pas lu Antoine et Cléopâtre, je l'ai en numérique, j'ai réussi à le trouver gratuitement puisqu'il est libre de droit, et je voudrais d'abord lire Antoine et Cléopâtre avant de commencer cette duologie.
Donc je vais le ranger pour l'instant, on va piocher autre chose, mais je vais remettre le petit papier dans le pot, après avoir pioché. C'est reparti du coup. J'ai remis le petit papier qui était tombé. Je pense que l'année prochaine, il faudrait que je fasse des, je sais pas, peut-être des petits papiers un peu plus grands, parce que comme j'ai moins de livres dans ma pile à lire qu'au début de l'année, là ils sont vraiment ridicules, tout petits, minuscules. Ok. Les faucons de Ravera. Waouh. Ok, bon. D'accord. Les faucons de Ravera, c'est une des séries les plus vieilles de ma pile à lire, je pense. Alors, il est énorme, mais c'est l'intégrale de la trilogie. Donc, je vais pas lire tout ça. C'est écrit ultra gros. Voilà. Donc, il faudrait que je lise ça. Je crois qu'en plus, je les ai en audio. Donc, ce serait plutôt cool. Alors, voyons voir de quoi ça parle. Contrôle la magie, contrôle le monde. La magie est peu fréquente dans l'Empire ravérin. Et ceux qui naissent avec ce pouvoir sont étroitement contrôlés. Repérés dès l'enfance, ils se retrouvent enrôlés de force dans le régiment des faucons. Zaira a évité ce sort. Elle a grandi dans les rues en volant pour survivre et en dissimulant sa nature. Mais elle cache une magie rare et dangereuse, une magie qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Amalia Cornaro n'était pas destinée à devenir fauconnière. Héritière d'une puissante famille, érudite, elle vit dans le monde dangereux des machinations politiques. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. Est-ce que ce serait une fantaisie saphique? Peut-être, on va découvrir ça. Alors, dans mon intégrale avec des pages papier Bible, qui fait je ne sais pas combien de pages, mais le tome 1 fait 542 pages. Donc, a priori, on est à 250, plus 20, 270, 271. On va voir où ça nous emmène, ça. Ça nous emmène là, et le prochain chapitre commence là. Donc je vous retrouverai à la page 280, juste avant le chapitre 16, pour vous donner peut-être un peu une idée un peu plus précise de ce qui se déroule au début de l'histoire, en tout cas. Et puis vous donner mon premier avis. Hello, on est mardi et je viens d'atteindre la moitié de La sorcière captive, le premier tome des Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Alors, quoi vous dire? D'abord, l'histoire. On va faire la rencontre de Amalia, qui est la fille d'une comtesse, une personnalité assez puissante, dans une ville fortement inspirée par Venise. Alors, est-ce que c'est Venise? Je ne crois pas. Mais en tout cas, on a une forte inspiration italienne. Vu le nom de l'autrice, ça paraît logique. J'aime beaucoup le décor. Amalia se balade un soir, elle va chercher un livre chez un antiquaire et elle va tomber sur une jeune femme qui est en train d'être agressée par un groupe d'hommes. Et cette jeune femme est une sorcière et pour se défendre, elle va libérer un feu, puisque c'est une sorcière du feu. Un feu dont elle perd le contrôle. Et un fauconnier va arriver et lui demander son aide pour tenter d'arrêter cette sorcière. Amalia va donc passer un jet au poignet de la sorcière et ce faisant va devenir son fauconnier. Donc les fauconniers sont les soldats de l'Empire qui contrôlent d'une certaine manière leurs faucons, donc leurs sorciers. Sauf que Amalia, en tant que fille de la comtesse, n'est pas censée pouvoir devenir fauconnière. Malheureusement, le jet va rester bloqué, il est impossible de le détruire. Donc elle est devenue fauconnière, tout simplement. Quelque chose qui est censé être illégal, par la force des choses, va exister. Donc elle va commencer à s'entraîner avec sa sorcière, qui n'a pas du tout envie d'être là. Elle a envie d'être libre. Alors, c'est quoi le prénom de la sorcière déjà? Donc Zaira, la sorcière. Hop, je remets mon marquage au bon endroit. Du coup, je suis un peu plus loin que ce que je pensais. Donc un peu plus de la moitié, a priori. Alors, bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Donc oui, je disais, Zaira rêve de liberté. En fait, elle n'a pas du tout envie de devenir un faucon. Mais bon, c'est comme ça, elles n'ont pas le choix. Il y a une histoire de complot politique.
Il y a des enlèvements d'enfants potentiellement faucons, donc qui ont des pouvoirs magiques. Du coup, il y a un duché voisin qui accuse Ravera, donc la cité-État, d'être à l'origine de ces enlèvements, alors que en fait pas du tout. Et Amalia et Zaira vont se retrouver impliqués dans cette histoire. On a Marcelo qui est le fauconnier qui rencontre Amalia au début et qui lui demande de l'aider à arrêter Zaira, qui est capitaine de la garde, qui aimerait plus tard devenir à la tête des faucons. On a une histoire d'amour qui va naître entre Amalia et Marcelo, même si c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas du même rang social. Donc la mère d'Amalia est totalement contre cette idée. C'est quelqu'un de très engagé politiquement, très manipulateur. La mère d'Amalia, je veux dire, la comtesse. Donc voilà, c'est quelqu'un de très dur qui, en revanche, aime profondément sa fille, et ça se voit. On sait aussi que Amalia a été empoisonnée il y a plusieurs années par un poison qui n'est pas... Elle ne peut pas être guérie de cet empoisonnement. Donc elle est obligée tous les jours de prendre un élixir qui stoppe provisoirement les effets du poison. Si elle arrête de prendre l'élixir, elle finira par mourir de cet empoisonnement. Elle a déjà été... donc il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat, l'empoisonnement. Elle a aussi des cicatrices parce qu'elle a été une fois poignardée. Voilà, donc sa vie est en danger constamment, et là encore plus maintenant qu'elle est devenue fauconnière. Et là, donc je suis arrivée à la moitié de l'histoire du tome 1, et ils partent dans ce fameux duché là qui accuse Ravera d'être responsable de l'enlèvement de ses enfants, pour tenter de comprendre un peu plus ce qui se passe, mais surtout c'est une manœuvre d'intimidation envers le duché, sous prétexte d'accompagner son oncle jusque chez lui. La présence d'Amalia et Zaira est censée quand même menacer le duché. Voilà, on a une sorcière de feu. On vous l'envoie de manière tout à fait civile, mais sachez qu'à tout moment, on peut libérer cette puissance pour brûler le duché tout entier si jamais vous menacez un peu trop de prendre vos aises, et surtout si vous continuez à bafouer les lois qu'on a mises en place. Donc j'en suis là, c'est un peu tendu parce que Marcelo et Amalia se sont retrouvés dans une situation où, pour tenter de le défendre lui, de le protéger, elle a dû faire croire que elle n'avait absolument aucun intérêt pour lui, et elle a employé des mots assez durs en sa présence, donc il est un peu refroidi parce qu'il y a eu un potentiel rapprochement un petit peu plus tôt dans l'histoire qui finalement ne s'est pas concrétisé à cause de l'interruption subite de quelqu'un d'autre. Mais ouais, j'aime beaucoup leur relation, je suis vraiment très curieuse de découvrir la suite. Par contre, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas le point de vue de Zaira. Tout est du point de vue d'Amalia pour l'instant, et le tome 1 s'appelle quand même La sorcière captive, donc on parle de Zaira. Je suis un petit peu surprise, je m'attendais plutôt à une histoire avec un double point de vue, et pour l'instant c'est pas le cas. Donc ça m'embête un peu, je pense que ça aurait été un peu plus intéressant d'avoir aussi le point de vue de Zaira, parce qu'au final on passe tout notre temps avec Amalia, que j'aime beaucoup comme personnage, mais voilà, je me dis que ça aurait été intéressant d'avoir un double point de vue, voire un triple point de vue si on avait en plus le point de vue de Marcelo. Mais voilà, j'aime l'atmosphère, j'aime l'histoire, le côté intrigue politique, le côté érudition, parce que Amalia adore les livres, et elle se cultive énormément autour de la magie et du savoir de manière générale. Zaira est un personnage qui est très en colère. Elle a perdu toute sa famille dans des circonstances que je ne vais pas vous dévoiler parce que je viens seulement de les découvrir. Mais qu'elle préférerait oublier. Et ouais, je pense... Alors du coup, c'est pas du tout une romance saphique, contrairement à ce que j'avais éventuellement anticipé au départ. On va plus être sur une amitié, mais jusqu'à présent, il y a eu assez peu de scènes entre Amalia et Zaira où elles sont seules et où elles interagissent de manière à construire un petit peu cette relation de confiance et d'amitié qui pourrait naître.
Donc je suis un peu dubitative par rapport à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus centré sur la relation entre ces deux femmes. On verra où ça va dans la deuxième partie. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Et puis, l'autrice a fait une référence à Orgueil et Préjugés. Donc, voilà. Forcément, ça mérite un petit peu d'amour supplémentaire pour cette histoire. Donc, je vous laisse pour l'instant. Je vais retourner à ma lecture. Je ne le finirai pas aujourd'hui. Il est déjà 19h, donc c'est clair que je ne le finirai pas aujourd'hui, mais je vous reprendrai dès que je l'aurai terminé pour vous donner mon avis final. Hello, on est jeudi, vous verrez cette vidéo ce soir, donc on va s'arrêter à ma deuxième lecture. J'ai vraiment bien aimé, je lui ai mis 4 étoiles, ça fait 16 sur 20 sur Livre Addict. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, le style de l'autrice, j'ai beaucoup aimé l'intrigue politique. On est sur une histoire de complot avec l'Empire qui a des duchés à sa botte. Pas vraiment, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les duchés qui vont tenter de se rebeller, mais en fait, le fait qu'ils soient sous la coupe de l'Empire, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça leur permet de s'étendre et d'étendre leur potentiel. Mais bon, ils ont du mal à le voir. Pour eux, ils sont du coup sous le joug de l'Empire, alors qu'en fait, l'Empire ne leur veut que du bien. En tout cas, c'est ce qu'on laisse entendre dans le tome 1. Ouais, j'ai beaucoup aimé le côté trahison, vers à qui on peut se fier, on ne sait pas, personne ne le sait. Je regrette toujours le fait que Zaira ne soit pas un peu plus présente dans l'histoire, étant donné que le tome porte son nom, ça s'appelle La sorcière captive, donc on parle bien d'elle. Mais j'ai quand même énormément aimé Amalia en personnage principal. Je suis contente de la tournure des événements en ce qui concerne sa relation avec Marcello. J'ai hâte de poursuivre leur histoire, à tous les trois, pas seulement la romance entre Amalia et Marcello. Je suis curieuse de voir comment l'intrigue va se développer, surtout au niveau politique. On a une menace qui plane, qui est toujours présente, bien que certaines choses qui a été développé dans le tome 1 soit désormais résolu. Mais voilà, ça laisse la porte quand même ouverte à une suite que j'ai, puisque j'ai l'intégrale. Donc je suis contente, je vais pouvoir continuer la série. C'était chouette, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. On est sur de la fantasy inspirée par l'Italie, en termes de décor et principalement de décor. On est sur une fantaisie un peu classique, avec un système de magie pas forcément révolutionnaire, mais avec une jolie prose, j'ai trouvé, et sans que ce soit absolument extraordinaire, mais je trouve que l'autrice écrit plutôt bien. Et puis, assez accessible. On est vraiment sur du jeune adulte, donc je dirais à partir de 16 ans, facilement accessible. Voilà, donc vraiment je vous conseille, en tout cas j'ai beaucoup aimé le tome 1, et puis on verra si ça continue à me plaire autant dans la suite. Je vais vous laisser, du coup, puisque malheureusement je n'ai plus le temps de lire un autre livre pour cette vidéo. Je vous laisse, si vous avez envie de laisser une trace de votre passage, mais que vous ne savez pas quoi me dire, mettez-moi un... Est-ce qu'il existe un faucon? Peut-être. Un faucon, parce qu'on vient de finir les faucons de Ravera, ou un oiseau quelconque, si vous ne trouvez pas d'aigle ou de faucon dans les emojis. Et puis, moi, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog qui sera le prochain épisode, a priori, des vlogs du Buzzword. Ciao!